Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1, Adélaïde de Bourgogne, 931 à 999. Tusculum est une petite ville de l'Antiquité romaine, dont on peut encore voir quelques ruines, notamment celle d'un théâtre antique à 25 km au sud-est de Rome, près de Frascati. Elle était prisée par les familles patriciennes de Rome. Plusieurs consuls en sont originaires. Cicéron y avait une maison de campagne. Il s'y retira d'ailleurs, en 47 avant J.C., après avoir obtenu le pardon de César, n'avait-il pas commis l'erreur de soutenir Pompée, et après avoir décidé d'abandonner la politique. C'est là qu'il écrivit les Tusculanes, vers 45 avant J.C. Il s'agit de conversations où il se met lui-même en scène dans sa villa de Tusculum. Elle développe une théorie des passions et du bonheur. Il faut dire que la région, celle des collines albaines, est superbe avec son parc régional des Castelli Romani, ses lacs Albano et de Nemi, ses villages perchés tels Pratone, Rocca di Papa, Monte Porzio Catone, Ariccia ou Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes. Au Moyen Âge, les familles nobles de Rome avaient leur château dans ces collines. L'une de ces familles, celle des comtes de Tusculum, eut un grand pouvoir à Rome pendant près de 150 ans dans les années 900 à 1050. Plusieurs papes lui sont liés ou en sont directement issus. Plusieurs comtes et parfois même, leurs femmes et leurs filles contrôlèrent Rome et les papes. Ce fut l'une des périodes les plus sombres de la chrétienté. Cette situation navrante résulte notamment de l'effondrement progressif de l'empire de Charlemagne. Les empereurs carolingiens s'étaient instaurés protecteurs du pape qui, en contrepartie, les sacrait empereurs. Mais moins de 30 ans après la mort de Charlemagne, l'empire carolingien est morcelé en 3 parties par ses héritiers, traité de Verdun en 843. Le royaume des Francs ou Francie occidentale, il s'agit en gros des territoires situés à l'ouest de la Meuse, de la Saône et du Rhône, la Lotharingie, une longue bande de territoires allant de la Frise jusqu'au nord de l'Italie en passant par la Franche-Comté et la Provence, et la Francie orientale ou Germanie, la partie occidentale de L'. Allemagne actuelle, une partie de la Suisse, l'Autriche et la Carniole. Puis, encore une dizaine d'années et c'est la Lotharingie qui éclate en 855. Elle est divisée en une Lotharingie plus petite, la Provence et l'Italie du Nord. À partir de 880, on parle pour le centre et le sud de 3 royaumes, ceux de Provence et d'Italie, et celui de Bourgogne transjurane, adjectif pour au-delà, à l'est du Jura. Ce dernier comprend la Suisse occidentale, dont les lacs de Genève et de Neuchâtel, et des territoires situés à l'est de la Saône et au nord du Rhône. Avant d'être un royaume, ce fut d'abord un temps un duché. Au nord, la petite Lotharingie est démembrée puis reconstituée et finalement annexée à la Germanie. À la tête de ces États, on trouve en général des descendants de la dynastie carolingienne. C'est que les temps sont particulièrement durs et nonobstant les luttes entre Carolingiens pour s'arroger leur part d'héritage, administrer de vastes territoires est devenu tâche très difficile. À la fin du IXe siècle et encore pendant plus d'un siècle, l'Europe occidentale est devenue exsangue. La vie ne compte pas pour beaucoup. Pour la grande majorité des gens, elle est un combat acharné de tous les jours. L'espérance de vie est très faible. La misère, la famine, la mort sont le lot quotidien de nombreux habitants. Il n'y eut pas moins de 5 famines entre 900 et 1050. Les gens vont jusqu'à manger les cadavres de leurs congénères, vers 1030 à 1040. Sans compter les maladies résultant de conditions d'hygiène déplorables et les dégâts causés par les incursions continuelles des peuples barbares, venant de tous les horizons. Vikings et autres Normands au nord et à l'ouest, Slaves, Vandes et Hongrois à l'est, Sarrasins au sud. Tous pillent et tuent à qui mieux. Les zones entières sont désertées, des terres laissées en friche. Dans ces circonstances difficiles, il n'est pas étonnant que chacun pense d'abord à sa survie et n'hésite pas à utiliser tous les moyens dont il dispose pour cela. Les nobles, chevaliers et autres hommes de guerre cherchent à s'approprier, au besoin par la force, toute richesse qui leur tombe sous la main, tandis que le petit peuple se débrouille, vivant au jour le jour et usant d'expédients. La vie étant rude et courte, il règne aussi une sorte de dévergondage généralisé. Il faut avoir rapidement des enfants, si possible en se mariant mais pas nécessairement. Si l'on se marie, il faut le faire très jeune. Il faut survivre et procréer. Les nobles et chevaliers ont des maîtresses. Les ecclésiastiques aussi. De nombreux bâtards naissent.
De plus, l'organisation des États est déliquescente. Le pouvoir des puissants est basé sur des bandes armées. Des adolescents se voient confier de lourdes responsabilités. C'est le sauve-qui-peut, généralisé. À Rome, l'autorité du pape sur l'Église et sur ses États s'est complètement effritée. Il n'est plus question de protection du pape par l'empereur. D'ailleurs, quel est le pouvoir réel du descendant de Charlemagne qui porte encore le titre d'empereur ? Dès la fin du IXe siècle, en l'absence de pouvoir fort, les seigneurs laïcs commencent à intervenir à Rome et au sein même de l'Église. La papauté tombe sous la coupe des ducs de Spolète et des comtes de Tusculum. Durant les 150 ans qui vont de 882 à 1032, 37 papes et 5 antipapes se succéderont. Cela fait une moyenne d'un pape tous les 4 ans. Malgré tout, certains papes essaient encore de jouer leur rôle spirituel. Mais ils n'ont souvent pas le temps d'agir, sont brutalement remplacés par d'autres ou assassinés. La chrétienté tout entière connaît une période particulièrement noire. La simonie apparaît, achat de charges ecclésiastiques et bénéfices qui en résultent. On voit de plus en plus de prêtres se marier, nicolaïsme, ou vivre en concubinage. Nombre de prélats sont des hommes grossiers et incultes. Les monastères sont pillés. Le clergé s'isole dans l'ignorance. Pourtant, au milieu de cette ambiance délétère, règne un sentiment religieux très développé. Tout le monde, du plus petit serf à l'empereur, est très croyant et rempli de respect pour le sacré et le clergé. Peu importe que ses membres mènent une vie dissolue. L'important est qu'ils officient en représentants de Dieu. Par ailleurs, les princes, évêques et gens éduqués se déplacent beaucoup et ont des contacts personnels et épistolaires. C'est relativement facile, car il n'y a qu'une seule langue véhiculaire apprise et utilisée dans toute l'Europe occidentale à ce moment, le latin. C'est de cet étrange terreau, combinant la survie à tout prix et une foi à toute épreuve, que naîtront les croisades, les premiers contours des nations et au XIIe et XIIIe siècle, ces extraordinaires monuments vers le ciel que sont les cathédrales gothiques. Et déjà, comme pour compenser la faiblesse du pape, c'est dans les abbayes bénédictines qu'un renouveau se dessine. Cluny est fondée en 909. La réforme clunicienne rayonnera sur toute la chrétienté. Voilà le monde dans lequel Adélaïde de Bourgogne voit le jour vers 931. Elle est la fille du roi de Bourgogne Transjurane, Rodolphe II, fils de Rodolphe Ier, le précédent roi. À l'époque, les noms propres Rodolphe et Raoul sont équivalents. Adélaïde naît au château d'Orbe, un palais autrefois prisé par les Carolingiens et dont sa famille est devenue propriétaire, probablement en 888, quand Rodolphe Ier devient le premier roi de Bourgogne Transjurane. Comme on l'a vu, en 843 par le traité de Verdun, l'empire de Charlemagne est partagé entre ses petits-fils. Charles II le Chauve reçoit l'Ouest, la Francie occidentale, Louis le Germanique l'Est, la Germanie et Lothaire la Lotharingie intermédiaire. Lothaire hérite aussi du titre d'empereur, Lothaire Ier. Ainsi, la Bourgogne Cis-Jurane, située à l'ouest du Jura, tombe dans le giron de Charles le Chauve et deviendra le duché de Bourgogne. Tandis que la Bourgogne transjurane, à l'est du Jura, échoit à Lothaire. Le fils de Charles le Chauve, Louis de Lebègue, ne règne que 2 ans, 877 à 879, puis le comte Boson de Vienne, beau-fils de Louis II, est élu roi de Bourgogne-Provence en 879. Enfin, en 888, la Bourgogne transjurane devient royaume, avec Rodolphe Ier comme roi, tandis que le futur empereur, Louis III l'Aveugle, le fils de Boson, hérite du royaume de Provence. Orbe est alors en quelque sorte la capitale du royaume de Bourgogne, car l'une des résidences principales des 4 rois de Bourgogne qui y tiendront leur cour. On le sait par les chartes signées à Orbe, qu'on appelait aussi du nom antique Tabernae. La colline d'Orbe, aujourd'hui située dans le canton de Vaud en Suisse, surplombe un méandre de la rivière Orbe, non loin de l'extrémité sud-ouest du lac de Neuchâtel, dans lequel la rivière se déverse. C'était une position importante d'où, dès l'époque romaine, on contrôlait les passages du Jura. Il y avait aussi une cité du même nom au pied de la colline, avec, pour un temps, un atelier de monnaie qui servit à produire des pièces en argent sous le règne de Conrad III, le frère d'Adélaïde. Les héritiers de Charlemagne avaient pris l'habitude de se réunir au château d'Orbe pour discuter d'affaires importantes. En 855, par exemple, c'est à Orbe que les 3 fils de l'empereur Lothaire Ier, Louis II, Lothaire II et Charles, se réunissent pour se partager la Lotharingie.
En 879, une conférence a lieu à Orbe entre Charles le Gros, roi d'Italie, et les deux fils de Louis II le Bègue, le roi de Francie occidentale qui vient de mourir, Louis et Carloman. Ils règnent ensemble de 879 à 882, puis Carloman seul de 882 à 884. Ensuite, Charles le Gros officie comme régent 884 à 888, pour le compte du futur Charles III le Simple, fils posthume de Louis II le Bègue, né en 879 et donc trop jeune pour régner. Mais pour la première fois, un membre de la famille capétienne, Eudes, vient s'intercaler dans la liste des rois à partir de 888. Il est élu roi par la volonté des grands seigneurs français mécontents de Charles le Gros. La même année 888, Rodolphe Ier, de la dynastie des Welfen, est élu roi de Bourgogne transjurane par les dignitaires du pays, dans l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone, une très ancienne abbaye qui remonte au VIe siècle. Saint-Maurice, petite ville située aujourd'hui dans le Valais sur le Rhône, à 30 km au sud de Montreux, a un passé lointain et une riche histoire. Elle remonte à l'époque celtique et était la ville principale des Nantuates sous le nom d'Agone, Acauno signifiant rocher en celtique. Au 1er siècle de notre ère, sous l'empereur Auguste, elle devient le chef-lieu de la région de l'actuelle Valais et héberge une garnison romaine et un poste de douane. Il faut dire qu'elle est bien située sur la route de la Germanie, à la sortie de plusieurs cols alpins. C'est ici qu'à la fin du IIIe siècle, Maurice et sa légion thébaine, 6500 soldats originaires d'Égypte, furent massacrés car chrétiens. Ils ne voulaient pas sévir contre d'autres chrétiens coupables de ne pas avoir accepté de sacrifier aux dieux romains. Devant ce refus des soldats de suivre ses ordres, l'empereur Maximien, le co-auguste de Dioclétien, fit exécuter un homme sur 10. Mais les survivants ne bronchèrent pas. À nouveau, l'empereur les fit décimer, sans parvenir à forcer la troupe restante à changer d'attitude. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ordonne de les exécuter tous jusqu'au dernier. L'événement eut un grand retentissement dans toute la chrétienté et Maurice et les membres de sa troupe devinrent des saints martyrs, objets d'un culte. Au Ve siècle, lors des invasions barbares, quand les Burgondes, dont dérive le nom Bourgogne, venus des rives de la Baltique et de l'embouchure de l'Elbe furent vaincus par le général romain Essius en 436 et transférés en Savoie, puis essaimèrent vers les bords du Rhône, de la Saône et en Romandie, leur roi établit sa capitale à Saint-Maurice. Vers 515, le roi burgonde Sigismond y fonda une abbaye. Sigismond était le fils du roi Gondebaud qui fit édicter la loi des Burgondes, connue sous le nom de loi Gombette, codifiant en les adoucissant, les anciennes lois burgondes, 500 à 501. Un peu plus de 300 ans après, Saint-Maurice sera aussi un lieu de séjour des rois de Bourgogne. Rodolphe Ier règne jusqu'à sa mort, en 912, date à laquelle son fils Rodolphe II lui succède. Ce fils est un guerrier. Dès son entrée en fonction, il doit repousser une tentative d'annexion de son royaume par le roi de France Charles III le Simple. En 913, une expédition à l'est de la Reuss lui permet d'annexer la Turgovie occidentale. En 918, il est en guerre contre le duc de Souabe, Bourchard le Jeune, pour prendre la Turgovie orientale mais est vaincu. Le duché de Souabe fait partie de la Germanie. Il jouxte le royaume de Bourgogne au nord-est. Il comprend l'Alsace, une partie du sud de l'Allemagne, de l'est de la Suisse et de l'ouest de l'Autriche avec des villes comme Strasbourg, Weiblingen, Ulm, Augsbourg, Zurich, Coire et le lac de Constance. En 922, Rodolphe épouse Berthe de Souabe, la fille de Bourchard, son ennemi d'hier. Cela se passe ainsi à l'époque entre grandes familles. Pourquoi ne pas se battre si cela permet d'étendre son territoire? Mais si cela ne donne pas les résultats escomptés, autant s'allier et se neutraliser. Peut-être faut-il voir aussi dans ce mariage une preuve du sens politique de Rodolphe. Car il semble être passé maître dans l'art de tourner ses revers à son avantage. On le verra encore plus tard avec l'acquisition du royaume de Provence. En tout cas, après ce mariage, Bourchard devient l'allié fidèle de Rodolphe. Ce dernier tient sa cour à Orbe, mais aussi à Soleure qu'il a relevé de ses ruines. Toujours en 922, il est élu roi d'Italie par une partie de la noblesse italienne, tout en restant roi de Bourgogne. Il traverse les Alpes avec son armée et fait fuir le roi en poste, Béranger Ier. Pourtant, au cours des années qui suivent, un remuant personnage dont on reparlera, Hugues de Provence ou Hugues d'Arles, revendique également le royaume d'Italie.
Cet Hugues s'était trouvé au bon endroit au bon moment pour se voir confier le pouvoir en Provence au nom du véritable roi, également empereur de 901 à 905, Louis III l'Aveugle, le fils de Boson. Louis avait été fait prisonnier par Béranger Ier qui lui avait fait crever les yeux en 905, d'où son surnom. Boson avait aussi, en son temps, reçu l'Italie, et c'est pourquoi Louis III avait été couronné roi d'Italie en 900. Mais Béranger Ier l'avait donc fait aveugler afin de s'approprier ce royaume. Hugues est le beau-frère de Louis III. En 912, il a épousé sa sœur Ouilla de Provence, qui était veuve de Rodolphe Ier. C'est un opportuniste gonflé d'ambition. Il prend le pouvoir dans le royaume de Provence, où il était comte, et revendique l'Italie au nom de son beau-frère. En 924, les Hongrois, appelés semble-t-il par Béranger Ier, font une incursion dans le royaume d'Italie et massacrent tous les habitants de Pavie, du premier jusqu'au dernier. Ils réduisent la ville en cendres. Pavie est la capitale du royaume d'Italie depuis l'arrivée et l'installation des tribus lombardes, dans la plaine du Pô au VIe siècle. Le chef des Hongrois est Zoltán, un fils d'Arpad, avec qui ils sont venus en Europe centrale en provenance du sud-est. Béranger Ier est assassiné à Vérone. Rodolphe II et Berthe ont un fils en 925, Conrad, le futur roi Conrad III le Pacifique. L'année 926 voit la mort de Burchard de Souabe, le père de Berthe. Les hordes hongroises sont de retour et dévastent le royaume de Bourgogne sans que Rodolphe ne puisse les contenir, car il faut disposer d'une solide armée pour cela. En Italie, après avoir appelé Rodolphe II pour qu'il soit leur roi, les Italiens n'en veulent plus et élisent Hugues de Provence. Il est couronné par le pape Jean X en 926. En fait, les seigneurs italiens oscillent entre l'allégeance à Rodolphe et celle à Hugues. En finale, Rodolphe sera crédité du titre de roi d'Italie pour les années 924 à 926 et Hugues pour les années suivantes, de 926 à 947. Toujours en 926, le roi de Germanie Henri Ier l'Oiseleur fait une incursion dans le royaume de Bourgogne qui, comme on l'a vu, fait partie de l'ancienne Lotharingie décomposée. Il permet à Rodolphe de conserver ses terres, mais se fait remettre la Sainte Lance, symbole de la royauté en Bourgogne. Cette lance serait celle qui a percé le cœur du Christ en croix. La lance est piquée des clous de la Sainte Croix et aurait été ramenée par Sainte Hélène, la mère de l'empereur romain Constantin, lors d'un voyage en Palestine. À moins, vu la taille, qu'il ne s'agisse d'un grand clou, peut-être également originaire de la Sainte Croix. En tout état de cause, la pointe en contient une relique qui, selon la foi de l'époque, donnait la force de vaincre les ennemis de la foi chrétienne. Rodolphe s'assure ainsi la protection du roi de Germanie, mais lui permet d'étendre sa zone d'influence. Du côté oriental de son royaume, Henri parvient également à faire prisonnier le chef hongrois Zoltán. Il obtient alors une trêve de 9 ans contre la libération du chef, mais doit accepter le paiement d'un tribut annuel pendant la durée du cessez-le-feu. Qui est ce roi de Germanie ? En fait, les choses ont également évolué dans la partie orientale de l'ancien empire carolingien. Le dernier carolingien à avoir été roi de Germanie et de Lotharingie est Louis IV l'Enfant, 900-911, le successeur d'Arnould de Carinthie, roi de Germanie de 887 à 899. En 891, ce dernier avait remporté une éclatante victoire sur les Vikings, en un lieu situé sur la Dyle en Brabant, où ces guerriers venus du nord avaient pris l'habitude de se retirer après leurs exactions et d'entreposer leur butin. Ce lieu allait devenir la ville de Louvain. Mais l'incapacité de son successeur à trouver une solution face aux Hongrois conduit à un changement de dynastie. Comme Louis est sans succession, les princes allemands élisent le nouveau roi de Germanie en la personne d'un de leurs pères, le futur Conrad Ier, le fils du duc de Franconie et un cousin sous-germain de Louis l'Enfant. Cette tradition d'élection d'un père par les grands électeurs perdurera pendant tout le Saint-Empire romain de la nation germanique. En abrégé, le Saint-Empire ou l'Empire romain germanique. L'empereur devra toujours avoir été élu, même si, au fur et à mesure des siècles, c'est souvent le fils ou l'héritier de l'empereur précédent qui sera élu, d'où la domination des Habsbourg à partir du XVe siècle. À vrai dire, l'élection de l'empereur se fera dès les premiers empereurs, en 2 phases. Le futur empereur est d'abord élu roi des Romains par les grands électeurs puis il est couronné empereur par le pape à Rome. Les 2 étapes,
l'élection par les pairs et le couronnement par le pape, sont jugées importantes pour stabiliser la fonction, dans une sorte de continuité avec l'Empire romain et l'Empire carolingien. Plus tard, avec les Habsbourg, l'empereur en titre proposera de son vivant l'élection de son fils comme roi des Romains. Ensuite, à la mort de son père, celui-ci se fera couronner empereur par le pape. L'élection de l'empereur sera ainsi transformée en système dynastique. Cette pratique perdurera un certain temps, puis une première fois avec Maximilien Ier, ensuite à partir de Ferdinand Ier, l'étape du couronnement par le pape sera omise. L'empereur élu portera automatiquement les titres d'empereur et de roi des Romains. Mais, au début du Xe siècle, on en est encore à l'ébauche de l'Empire romain germanique. Selon la légende, en 919, sur son lit de mort, Conrad Ier de Franconie désigne son plus valeureux opposant, le duc de Saxe, Henri, pour lui succéder. C'est sans doute une histoire fabriquée a posteriori, vu la noblesse du geste qui ne colle pas vraiment avec les luttes acharnées pour le pouvoir qui caractérisent l'époque. Quand Henri voit arriver la délégation lui apportant les signes du pouvoir, à savoir l'épée et le manteau de roi de Conrad, il a 43 ans et est occupé à son sport favori, la chasse aux oiseaux. C'est pourquoi, il sera connu dans l'histoire sous le nom d'Henri Ier l'Oiseleur. À Quedlinbourg, en Saxe, son lieu de séjour habituel, on peut encore voir aujourd'hui, en montant vers la cathédrale, l'endroit appelé Finkenerd, foyer des Pinsons, où Henri fut informé qu'il avait été élu roi. C'est un robuste saxon d'une hérédité à toute épreuve. Il est de stature imposante, très grand et très fort. Sa grand-mère est morte à 107 ans. C'est un lointain descendant de Charlemagne par les femmes. En 906, il a libéré la Saxe des Tchèques et des Vendes. Il est devenu duc de Saxe en 912. Il a infligé une défaite écrasante aux Normands, les poursuivant jusque dans leur fief au Danemark. Sa désignation par Conrad est confirmée par les princes électeurs lors de la diète de Fritzlar en 919. Devenu roi de Germanie, 919 à 936, il impose son autorité au duché allemand, notamment celui de Bavière, et fait entrer la Lorraine dans la mouvance germanique, 925. En 926, comme on l'a vu, il fait de même avec la Bourgogne transjurane en se faisant remettre la Sainte Lance censée donner la force de vaincre les ennemis de la foi chrétienne. Et en effet, en 933, la Sainte Lance semble porter chance à Henri qui impose une lourde défaite aux hordes hongroises sur les bords de la rivière Unstrut, un affluent de la Saale près de Mersbourg en Saxe. Il a, lui-même, rompu le cessez-le-feu avec Zoltan en 932 quand, après avoir calmement édifié une ligne de forts, réorganisé son armée, renforcé son pouvoir dans son royaume et vaincu plusieurs tribus slaves à l'est de l'Elbe, il s'est senti suffisamment fort pour affronter à nouveau les Hongrois. Pour bien leur montrer qu'il n'était plus question de payer quoi que ce soit, il aurait jeté la dépouille d'un chien mort aux pieds de l'envoyé de Zoltan venu quémander le tribut. À Mersbourg, Zoltan perd près de 36 000 hommes sur le champ de bataille. Outre d'être un valeureux guerrier, Henri est un grand bâtisseur de villes et un grand organisateur militaire. La Sainte Lance deviendra l'un des principaux attributs de l'Empire romain germanique, et sera précieusement conservé à Magdebourg. Bon sang ne peut mentir. Son fils, Othon, ou Othon, sera sous le nom d'Othon Ier le premier empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est qu'en 909, Henri l'Oiseleur a épousé Mathilde de Ringelheim. De cette union sont nés entre autres un garçon Othon né en 912 et deux filles, Edwige et Gerberge. Edwige de Saxe deviendra la femme d'Hugues le Grand et la mère d'Hugues Capet, le fondateur de la dynastie capétienne de France. Gerberge épousera, quant à elle, le roi de France carolingien Louis IV d'Outre-mer. Quand Adélaïde naît, donc, en 931, la situation de son père par rapport à l'Italie n'est pas encore clarifiée. Mais, après diverses péripéties, Rodolphe finit, en 934, par trouver une solution ingénieuse en passant définitivement la main pour l'Italie à Hugues de Provence, en échange de la Provence pour lui. Par cet échange, il constitue un royaume 2 fois plus grand que le précédent, le royaume des deux Bourgognes, comprenant la Bourgogne transjurane et la Provence. Ce royaume restaure en fait l'ancien royaume de Bourgogne-Provence de Boson et est aussi connu sous le nom de royaume d'Arles. Il ne faut pas confondre Rodolphe, roi de Bourgogne, le père d'Adélaïde, avec Rodolphe ou Raoul,
le duc de Bourgogne qui devint roi de France de 923 à 936, succédant à Robert Ier, son beau-père et deuxième roi de la famille capétienne. Ce Raoul de Bourgogne était le cousin germain du père d'Adélaïde, sa mère étant la sœur du roi Rodolphe Ier de Bourgogne. Quant au duché de Bourgogne, situé à l'ouest de la Saône, il correspondait, comme on l'a vu, à la Bourgogne-Seyès-Jurane, englobant des villes telles qu'Autun, Avallon, Nevers, Dijon, mais aussi Langres. Après la mort de son père en 936, au palais impérial de Memleben, situé sur cette même rivière Unstrut où Henri Ier avait vaincu les Hongrois, Othon, revêtu des habits ecclésiastiques, se fait couronner roi de Germanie, à Aix-la-Chapelle. Son règne s'étendra de 936 à 973. La postérité le connaîtra sous le nom d'Othon Ier le Grand. Il poursuit l'œuvre de son père. C'est un homme généreux et chevaleresque, mais contrairement à son père, il est impulsif. Il ne pèse pas calmement le pour et le contre avant d'agir. Sans considération de rang ou d'état, il est capable de punir des personnages puissants et haut placés alors que son intérêt lui aurait pourtant commandé d'être prudent. Il se fait ainsi beaucoup d'ennemis. Pourtant, il ne fait pas montre de désir de vengeance ou de ressentiment à l'égard de ceux qui lui tiennent tête. Avec l'appui de l'Église, il soumet les grands-ducs nationaux Souabe, Lorraine, Franconie et Bavière. Dès le début de son règne, il fonde l'abbaye de Quedlinbourg en Saxe pour honorer la mémoire de son père. C'est une demande de sa mère, Mathilde de Ringelheim. Rappelons que c'était déjà à Quedlinbourg qu'Henri l'Oiseleur avait appris son élection comme roi de Germanie. L'abbaye, transformée au cours des siècles, existe toujours. Elle dépendait directement de l'empereur et était souveraine sur ses terres. En 935, les Hongrois ravagent la Souabe, l'Alsace, la Lorraine, mais se laissent intimider par l'arrivée de troupes du roi des deux Bourgognes et préfèrent poursuivre leur razzia vers le sud de l'Italie, avant de remonter vers l'Allemagne et dévaster encore la Thuringe, la Franconie et la Bavière. Lorsque Rodolphe meurt, en 937, Adélaïde n'a que 6 ans et le nouveau roi, son frère Conrad, en a 12. La même année, les Hongrois sont de retour et détruisent à nouveau tout sur leur passage, passant cette fois en Lorraine et en Bourgogne, puis retournant dans leur plaine de Pannonie via la Savoie et le nord de l'Italie. Ces razzias des Hongrois et de leur chef Zoltán sont calamiteuses pour une bonne partie de l'Europe. Ce n'est pas pour rien qu'on a prétendu que le mot « ogre » viendrait du nom hongrois. Toujours est-il que Berthe de Souabe se remarie assez rapidement, peut-être sous la contrainte, avec le roi d'Italie, Hugues de Provence, qui réapparaît ainsi dans la vie de Berthe. Rappelons la rivalité d'Hugues et de Rodolphe II pour le royaume d'Italie. De plus, Hugues avait épousé en premières noces, en 912, Ouilla de Provence, la veuve de Rodolphe Ier, le beau-père de Berthe et la fille aînée de Boson, donc également la sœur de Louis III l'Aveugle. Hugues n'est donc, certainement pas un inconnu pour Berthe. Probablement, par son mariage avec Berthe, espère-t-il récupérer la Provence et pourquoi pas, se faire même proclamer roi des deux Bourgognes, devenant ainsi le maître d'une Lotharingie en partie reconstituée. De plus, sa troisième épouse, Marosie, la Romaine, vient de mourir. Peut-être quelque peu aidée par son fils comme on le verra. Le mariage a lieu le 12 décembre 938 en l'église de Colombary, que l'on identifie à Colombier-sur-Morge, fusionné avec Échichamps, non loin de la rive nord du lac Le Mans, entre Genève et Lausanne. À moins que ce ne soit Colombier sur la rive ouest du lac de Neuchâtel. Car, si l'église de Colombier-sur-Morge peut se targuer d'un vitrail commémorant le mariage, Colombier près de Neuchâtel possède un château aux fondations très anciennes remontant aux Romains puis aux Burgondes. Comme son mari est un rustre et court les maîtresses, Berthe ne réside pas longtemps avec lui dans la capitale italienne, Pavie, mais essentiellement en son château de Colombary. Hugues profite de son mariage pour fiancer son fils Lothaire avec Adélaïde, décembre 938. Le fiancé a 24 ans, elle en a 7. Les deux actes sont presque une copie l'un de l'autre. En 939, Hugues achète la paix avec les Hongrois. Il obtient la fin des incursions en Italie contre 10 boisseaux d'argent. Adélaïde a probablement passé plusieurs années de sa prime enfance dans le palais royal de son père. Mais, après la mort de Rodolphe II, elle a, selon toute vraisemblance, grandi auprès de sa mère, en partie chez son beau-père à Pavie, mais surtout dans l'environnement protégé du château de Colombary jusqu'à son mariage, en 947, à l'âge de 16 ans. En effet,
Passer son enfance et son adolescence auprès d'un beau-père brutal et de ses 3 maîtresses attitrées n'est pas idéal pour l'édification d'une princesse, d'autant qu'Hugues a en outre des visées sur les 2 Bourgognes. Car le frère aîné d'Adélaïde, Conrad, est dans une situation encore plus critique que sa sœur. Il a hérité du trône des 2 Bourgognes à la suite de la mort de leur père, mais n'a que 12 ans. Il est trop jeune pour régner, et voilà que son beau-père n'hésite pas à manœuvrer sans vergogne pour s'approprier son royaume. Alors, Othon Ier intervient. Il ne peut tolérer qu'on empiète sur la zone d'influence qu'il a héritée de son père. Il ne peut admettre l'éventuelle constitution d'un vaste État, allant du Jura jusqu'à Rome sur le flanc sud-ouest de la Germanie. En 938, il entre en Bourgogne avec une armée et renvoie vertement Hugues de Provence dans son royaume d'Italie. Ensuite, Othon ramène le jeune Conrad à la cour de Germanie pour veiller à sa protection et à son éducation, lui servir de tuteur en quelque sorte. On a dit qu'il l'a en fait mis dans une prison dorée. Mais même si la sollicitude d'Othon est partiellement intéressée, elle permet à Conrad de se familiariser avec le métier de roi, loin de son remuant beau-père. D'ailleurs, Othon le libère rapidement, dès la fin de son adolescence en 942. Conrad a alors 17 ans. Il s'assure l'appui des sièges épiscopaux de son royaume, notamment les archevêchés de Vienne, Lyon et Arles. Dans ces années, Othon prend encore le jeune roi avec lui lors de plusieurs expéditions en Italie et en France, notamment en septembre 946 avec Louis IV d'Outremer, son beau-frère, contre leurs sujets révoltés. C'est l'occasion pour Conrad de se familiariser avec les réalités de la guerre. Les troupes qui l'accompagnent prennent Reims mais échouent devant Senlis. Puis chacun s'en retourne sur ses terres. Et c'est finalement Conrad, et non Hugues de Provence, qui est reconnu par les grands seigneurs comme roi des 2 Bourgognes. Il le restera jusqu'à sa mort en 993, un règne de 56 ans, ce qui est beaucoup à cette époque troublée. Les 2 Bourgognes entrent ainsi un peu plus dans la sphère d'influence de la Germanie, processus entamé avec l'épisode symbolique de la remise de la Sainte-Lance par Rodolphe II à Henri l'Oiseleur, mais c'est sans doute préférable à un conflit avec le roi d'Italie. Du reste, le protecteur Othon démontre une fois de plus la noblesse de son caractère en fondant l'abbaye de Saint-Maurice près de Magdebourg, un de ses lieux de résidence principaux, pour que des prières y soient faites pour le repos de l'âme de Rodolphe II, le défunt père de Conrad et d'Adélaïde. Mais revenons à cette dernière. Que s'est-il donc passé à l'extérieur du royaume des 2 Bourgognes pendant les années précédant et suivant sa naissance, et dont elle a sans doute entendu parler ne fût-ce que par bribes, durant son enfance et son adolescence. Elle a probablement eu vent de l'existence de rois en France, en Germanie et en Italie. Elle en connaît au moins un personnellement, Hugues de Provence, son beau-père également roi d'Italie. Quant à Othon, le roi de Germanie, il a un temps servi de tuteur à son frère. Et Raoul, le cousin de son père, a été roi de France jusqu'en 936. Elle sait également que les temps sont durs, et que son pays et les pays avoisinants ont été victimes d'incursions meurtrières de la part des Vikings, Normands, Sarrasins et autres Hongrois. En 885, les Normands ont remonté la Seine et ont été jusqu'à assiéger Paris. C'est le comte de Paris, Eudes, le futur roi et frère aîné de Robert Ier, l'ancêtre des Capétiens et beau-père de Raoul, comme déjà signalé, qui a dirigé la résistance. Ensuite, la 3e femme d'Hugues, avant qu'il n'épouse la mère d'Adélaïde, Berthe de Souabe, nous conduit à Rome. Elle s'appelait Marosie, était romaine et a laissé un souvenir sulfureux dans l'histoire. Elle était la fille du comte de Tusculum, Théophylacte, qui avait exercé plusieurs pouvoirs à Rome au début du Xe siècle. Éduquée chrétiennement par sa mère, Adélaïde a probablement entendu que la situation n'est pas optimale pour le pape à Rome. Elle sait sans doute aussi que si Hugues de Provence a pu devenir son beau-père, c'est parce qu'il était récemment veuf de sa 3e épouse romaine. Il devait connaître bien des choses sur Rome et ce qui s'y passait. Dire que les choses ne vont pas bien à Rome vers l'an 900 est un euphémisme. En 895 ou 896, l'année de sa mort, le pape Formose 891 à 896 couronne empereur Arnoux de Carinthie déjà cité. Ce dernier est roi de Germanie depuis 887 et a remporté une éclatante victoire sur les Vikings en 891 en un lieu qui allait devenir Louvain en Belgique. Par ce couronnement,
Formose espère se débarrasser de l'emprise de ses voisins les ducs de Spolète, qui ont des vues sur Rome. Mais ils s'aliènent une partie de l'opinion romaine. À l'occasion du sacre, le pape donne également des reliques de Saint Georges à l'archevêque de Mayence, Athone, qui accompagne Arnoux. Le successeur de Formose, Boniface VI, déjà déposé 2 fois pour raison d'immoralité, ne règne que 2 semaines 896. Il est remplacé par Étienne Véi, 896 à 897. Sous le pontificat de ce dernier et avec semble-t-il sa complicité, le corps de Formose est exhumé lors d'un synode appelé du cadavre. Suit une mise en scène qui glace les sangs. Le pape mort est revêtu de ses habits pontificaux, mis sur une chaise et jugé. On lui enlève alors ses habits, en arrachant par la force des choses des lambeaux de chair en décomposition, pour bien montrer qu'il n'est pas digne d'être pape, puis lui coupe les 2 doigts de la main droite, utilisés pour bénir la foule. Enfin, on jette le cadavre ainsi profané dans le Tibre. Le pape suivant, appelé Romain, ne règne que 3 mois 897. Il y a des raids de Sarrasins en Italie, comme en Provence. Ils arrivent à l'improviste, pillent les cités, kidnappent les riches voyageurs sans qu'aucun pouvoir ne parvienne à les contrer. Le pape suivant, Théodore II, fait réhabiliter Formose dont le corps est enseveli chrétiennement. Le cadavre avait entre-temps été rejeté par les flots sur les berges du Tibre. Son pontificat dure encore moins longtemps que celui de Romain, 20 jours 897. Jean IX le suit, 898 à 900, après avoir déposé Serge III, élu en 898 par les ennemis de Formose. Il convoque le synode de Ravenne pour réhabiliter la mémoire de Formose. Les actes du synode du cadavre sont brûlés. Jean IX envoie des missions en Moravie, mais est contré par les terribles hordes hongroises. Le pape d'origine romaine qui lui succède est Benoît IV, 900 à 903. Il doit faire face à des troubles à Rome et en Italie. Suivent, sur une année, 2 papes et un antipape qui se disputent le Saint-Siège. Léon V, 903, règne 1 mois puis est renversé par l'antipape Christophe, 903 à 904. Il est mis en prison. Christophe est renversé par le pape suivant Serge III, 904 à 911. Ce dernier, qui avait été élu et déposé en 898, est revenu en force à Rome, à la tête de troupes, et est consacré pape. Il persécute les partisans de Formose et fait exécuter ses 2 prédécesseurs, Léon V et Christophe. Il renouvelle la condamnation de Formose lors d'un synode. À la même époque, vers 904, un certain Théophylacte, comte de Tusculum, aristocrate romain, truste les fonctions civiles et militaires à Rome. Il est devenu ministre des Finances du pape et commandant en chef de ses armées. Il porte les titres de duc et de sénateur des Romains. Il est en quelque sorte le chef laïque de Rome. Il a épousé Théodora l'Ancienne, dont il a 2 filles, Marosie et Théodora la Jeune. C'est cette Marosie qui épousera en 3e noces le roi d'Italie, Hugues de Provence. Pour l'heure, le régime que des historiens allemands ont qualifié de pornocratie commence à Rome. C'est que Marosie, née vers 892, ne chôme pas. Elle épouse probablement en 906 Albéric Ier, duc de Spolète. Les efforts du pape Formose n'ont servi à rien. Les ducs de Spolète sont bien implantés à Rome. Mais Marosie, déjà fille du duc des Romains, va faire encore mieux. En fait, elle va rapidement dominer Rome après s'être emparée du château Saint-Ange au cœur du pouvoir. De son union avec Albéric Ier, naît un fils, Albéric, qui sera patrice de Rome sous le nom d'Albéric II. Mais Marosie est aussi soupçonnée d'avoir été la concubine du pape Serge III et d'en avoir eu un fils, le futur pape Jean XI, à moins que celui-ci n'ait également été un fils d'Albéric Ier. Il faut croire qu'outre le privilège de la jeunesse, elle est fort belle et attirante. Elle se remariera encore 2 fois. Quant à Serge III, il accomplit au moins une bonne action. Il fait restaurer la basilique du Latran qui s'est effondrée. Cependant, comme par un effet de pendule, face au délabrement généralisé des mœurs, un grand courant mystique commence à envahir l'Europe. Et tout le monde en est influencé, le pape compris, même si son autorité morale est en chute libre. C'est sous le règne de Serge III que l'abbaye bénédictine de Cluny est fondée, en 910, par le duc d'Aquitaine Guillaume le Pieux. La charte de fondation de cette abbaye la soumet directement au pape, lui permettant ainsi une pleine autonomie. Elle sera le moteur d'une profonde réforme de l'ordre bénédictin.
Entre-temps, à l'ouest, le roi de France, Charles III le Simple, a trouvé une solution originale pour se débarrasser définitivement des incursions récurrentes des Normands le long de la Seine, en Île-de-France et dans les régions avoisinantes. En 911, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, il donne en concession toute la Basse-Seine à Rollon, le chef de ses hommes du Nord, Normannon, en échange de la défense de cette porte d'entrée de la France. Le territoire deviendra le duché de Normandie. L'Epte est la rivière qui trace la limite entre la Normandie à l'ouest et l'Île-de-France à l'est. Elle coupe également le Vexin en deux parties, Vexin normand à l'ouest et Vexin français à l'est. Le Vexin est une région de petite taille, mais qui s'avérera de grande importance stratégique du fait de cette partition de 911. Comme on le verra, l'ouest sera un temps propriété du roi d'Angleterre et l'est celle du roi de France, les deux rois se jaugeant d'une berge à l'autre de cette petite rivière frontalière, du haut de forteresses, telles celles de Gisors, Gournay-en-Bray, Neufmarché, Naufle-Saint-Martin, Château-sur-Ette, Baudémont, Écos ou Gagny du côté normand, et Gerberoy, Trichâteau, Chaumont-en-Vexin, Courcelles-les-Gisors, Bourry-en-Vexin, Saint-Clair-sur-Epte ou La Roche-Guyon du côté français. Mais pour l'heure, le cadeau de la Basse-Seine permet de fixer les redoutables Normands et de redonner espoir à la population des campagnes de l'Île-de-France, population sur les genoux depuis tant d'années de ravages et de disettes. Les Normands qui sont venus la plupart du temps sans femme, se marient sur place et s'assagissent en effet. Ils se laissent christianiser et deviennent même des exemples pour l'Occident chrétien. Dans les décennies qui suivent, nombre de missionnaires sont normands. Les descendants siciliens des Normands de la famille de Hauteville participeront même aux croisades. À Rome, après l'intermède du pape Anastase III 911 à 913, Théodora l'Ancienne fait élire pape Landon 913 à 914, puis Jean X 914 vers 928. Théophylacte pousse ce dernier, un pape guerrier, à s'allier avec ses voisins du sud contre les Sarrasins qui font périodiquement des incursions par la mer. En août 915, une armée commandée par Théophylacte et Albéric Ier bat les Sarrasins à Garigliano, ce qui ouvre une période de calme relatif en Italie. Jean X essaie de restaurer le prestige de la papauté. Il couronne roi d'Italie Béranger Ier en 915 et Hugues de Provence en 926. Rappelons que pendant ce temps en 922 en France, le comte de Paris Robert, celui qui a contenu les Normands en 886, est élu roi par les grands seigneurs révoltés contre le roi carolingien Charles III le Simple. C'est le roi Robert Ier. Pour la deuxième fois, un membre de la famille capétienne, le premier avait été Eudes en 888, se mêle aux Carolingiens dans la liste des rois de France. Puis, les choses commencent à mal tourner pour Jean X à Rome. Il a peut-être été l'amant de Théodora l'Ancienne. Toujours est-il qu'en 925, Albéric Ier se tourne vers les Hongrois pour leur demander de le soutenir contre le pape. C'est un geste fou, car les Hongrois sont encore pires que les Vikings et les Sarrasins. N'ont-ils pas anéanti toute la population de Pavie, la capitale du royaume d'Italie, un an auparavant ? Rome, la capitale de l'État pontifical et lieu de résidence du pape, va-t-elle subir le même sort ? Mais les barbares font demi-tour. Quant au peuple de Rome, fou furieux, il fait passer Albéric de vie à trépas. Sa veuve, Marosie, s'empresse de se remarier avec Guy de Toscane la même année 925. Puis, le pape tombe définitivement en disgrâce. Guy et Marosie tuent son frère Pierre sous ses yeux. Lui-même est déposé par Marosie qui le fait mettre en prison où il meurt peu après, probablement étouffé sur ordre de Marosie. Elle le remplace successivement par deux marionnettes entre ses mains, les papes Léon VI, 928 à 929, et Étienne VII, 929 à 931. Ensuite, c'est au tour de son fils de devenir pape sous le nom de Jean XI. Jean XI est pape de 931 à 936. Il laisse le gouvernement à sa mère Marosie. Comme Guy de Toscane est mort en 932, celle-ci se remarie avec Hugues de Provence, le roi d'Italie. Comme nous l'avons vu, il l'est de façon incertaine depuis 926, avant de le devenir définitivement en 934, par suite de l'accord avec Rodolphe II de Bourgogne. Hugues est le beau-frère de Guy. Il est fraîchement veuf d'Alda avec qui il a eu un fils, Lothaire, le futur fiancé d'Adélaïde de Bourgogne, et une fille, Alda. Depuis une dizaine d'années, il est souvent en Italie et a eu l'occasion de rencontrer Marosie, sa belle-sœur par alliance. Elle doit être encore bien belle malgré ses 40 ans. Mais,
Ce mariage provoque la colère d'Albéric II, le fils de Marozzi et d'Albéric Ier. Il ne peut accepter de laisser le pouvoir à Rome à Marozzi, et Hugues tout mère et beau-père qu'il soit. Albéric fait d'abord emprisonner le pape, son frère ou demi-frère, en 932. Celui-ci se le tiendra pour dit et une fois libéré, ne s'occupera plus que de questions religieuses. Sur sa lancée, Albéric expulse Hugues de Provence et fait mettre sa mère en prison où elle meurt de façon suspecte vers 937. Il s'octroie ainsi tout le pouvoir à Rome et se fait proclamer prince glorieux, patrice ou consul de Rome. En 936, il épouse Alda, la fille d'Hugues et d'Alda. Leur fils deviendra pape sous le nom de Jean XII. Jusqu'à sa mort, en 954, Albéric II s'attachera à réorganiser Rome sur le plan administratif, division en 12 districts chacun sous la direction d'une milice, et de remettre de l'ordre dans les zones avoisinantes, laissées en friche. L'instruction des procès se fera dans des locaux lui appartenant. Quant au pape, ils ont été mis sous tutelle. Ils sont faits ou démis selon la volonté d'Albéric. À la mort de Jean XI, Albéric fait monter sur le trône Léon VII, 936 à 939. Pieux et généreux, ce pape promeut la réforme bénédictine lancée par le premier abbé de Cluny, Odon. Il laisse tout le pouvoir temporel à Albéric. Pour sa réorganisation des environs de Rome, celui-ci confie les monastères aux disciples d'Odon, avec des territoires entiers et des châteaux à faire prospérer. Le but est de repeupler les zones laissées à l'abandon. À la mort de Léon VII, Albéric désigne les papes suivants. D'abord Étienne VIII, 939 à 942, puis Marin II, 942 à 946 et Agapé II, 946 à 955. Tous ces papes débiteurs d'Albéric II prennent bien soin de ne s'occuper que d'affaires religieuses ou, s'il s'agit de questions politiques, d'intervenir en dehors de Rome et de ses environs. Étienne VIII appuie ainsi la restauration carolingienne en France. Il soutient Louis IV d'Outre-mer et menace d'excommunication ceux qui auraient des velléités de mettre fin au régime carolingien, dont Hugues le Grand, le futur père d'Hugues Capet. En 940, les Sarrasins pénètrent dans les terres jusqu'à Saint-Maurice d'Agone où ils occupent l'abbaye et l'incendient. C'est là que Rodolphe II avait été enterré. Puis il reflue vers la mer. Un peu plus tard, le pape prend des risques. Il semble avoir été mêlé à une conjuration contre Albéric. En 942, Étienne VIII est découvert, condamné à mort et exécuté. Marin II confirme l'archevêque de Mayence comme vicaire apostolique et arbitre les différends entre Carolingiens, Louis IV d'Outre-mer, et Capétiens, Hugues le Grand, en France, notamment à propos de l'archevêché de Reims. Il n'est déjà plus question d'excommunier les partisans d'Hugues le Grand. La transition est en route. Mais quand Louis IV meurt... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.